Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, le ras-le-bol des profs à la une de l'actualité aujourd'hui. Nombreuses manifestations à Paris et en province. Les professeurs réclament des moyens supplémentaires pour la rentrée 88 de septembre et la revalorisation des salaires. Apparemment, la grève a été bien suivie, surtout dans les collèges. Chiffres et réflexions dans quelques instants. Mobilisation mondiale face au sida, les représentants de 130 pays sont réunis à Londres pour comparer les informations, les expériences et harmoniser les législations. Le nouveau défi sanglant des trafiquants colombiens de cocaïne, ils assassinent le procureur antidrogue et signent le crime d'un avertissement, la guerre va continuer. Faste et liesse populaire, l'Australie fête son bicentenaire. Les Noirs aborigènes jouent les troubles fêtes en rappelant bruyamment qu'eux sont là depuis 40 000 ans. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Avant de développer les grands titres de l'actualité, je vous propose une petite incursion dans les studios de la chaîne CBS à New York. Dan Rather, notre éminent confrère, accueillait hier soir Monsieur George Bush, qui n'est autre que le vice-président des États-Unis. Jusque-là, la scène est plutôt traditionnelle. Mais ce qui va suivre, vous allez le voir, l'est beaucoup moins. Les deux hommes vont engager un véritable dialogue de sourds qui va surprendre l'Amérique tout entière. L'interview se déroule dans un journal de 20 heures, comme le nôtre, à quelques mois d'une élection présidentielle, un peu comme chez nous. Je vous laisse seul juge. Regardez. À ma droite, Dan Rather, 56 ans, présentateur numéro 1 de la CBS, salaire 1 million de francs par mois, successeur du grand Walter Cronkite. À ma gauche, George Bush, vice-président des États-Unis, républicain, candidat à la Maison-Blanche, pour l'instant en tête des sondages. Hier 19h, Dan Rather avait invité en direct dans son journal George Bush. Auparavant, une enquête des journalistes de la CBS prouvait que, contrairement à ses affirmations, le vice-président des États-Unis était non seulement au courant, mais avait approuvé les ventes d'armes à l'Iran en échange des otages américains. Tout ce dont je veux parler ce soir, c'est de ma candidature à la Maison-Blanche. Pourquoi 41% des gens me soutiennent? Ce n'est pas juste de juger toute ma carrière politique sur l'histoire réchauffée de l'Iran. Vous aimeriez, vous, qu'on vous juge sur les 7 minutes où vous avez quitté l'antenne à New York? J'ai du respect pour vous, mais je n'aime pas ce que vous faites ce soir. Monsieur le vice-président, je pense que vous serez d'accord que les questions que je vous pose sur votre aptitude à être président sont plus importantes que l'allusion que vous venez de faire. Je veux être jugé sur l'ensemble. L'Iran était considéré comme un État terroriste. Comment avez-vous pu vendre des armes à ce pays? Vous nous avez ridiculisés aux yeux du monde. Mais la question de Dan Rather restera sans réponse. George Bush sort apparemment vainqueur de cette confrontation avec le journaliste vedette de la CBS. En effet, le vice-président des États-Unis, qu'on disait faible et sans colonne vertébrale, a réussi à tenir tête pendant une dizaine de minutes à Dan Rather. Mais au-delà de la campagne électorale, cet incident illustre bien le conflit latent et permanent entre le pouvoir et les médias, ces médias qui sont accusés d'être toujours dans le camp adverse. Notamment depuis l'arrivée de Ronald Reagan, la Maison-Blanche considère la grande chaîne de télévision américaine CBS comme trop libérale. Et oui, l'art et la manière d'interviewer les personnalités politiques posent parfois problème. J'espère que le dialogue sera un peu plus serein chez nous à l'heure des présidentielles. À Londres, mobilisation générale contre le sida. Depuis ce matin, les représentants de 130 pays planchent sur une question essentielle. Comment élaborer une stratégie globale de lutte contre le sida et surtout harmoniser les législations en vigueur? Commentaire de Philippe Arroir. S'unir dans la lutte contre le sida, cela peut se faire comme ici à Londres, dans cette association Frontliners qui regroupe des malades. Ils se prennent en charge, essaient de s'en sortir et de s'entraider. S'unir aussi dans la recherche du traitement qui permettra un jour de guérir le mal, c'est le travail de la communauté scientifique.
En attendant, il faut s'unir pour empêcher que le virus ne se propage. Et cela passe par l'éducation et l'information du public à l'échelle planétaire. C'est tout l'objet du sommet de Londres, inauguré ce matin par la princesse Anne, qui regroupe plus de 140 pays. Une vaste bourse d'échanges, des idées, des expériences, afin d'en tirer si possible une stratégie globale. Ces expériences ne sont pas les mêmes aux quatre coins de la Terre, mais la lutte est commune et le fait que de plus en plus de gouvernements l'admettent est en soi positif. Chacun a son mot à dire. La France va apporter son expérience, c'est-à-dire que finalement on est encore un petit peu en avant par rapport à d'autres pays, dans la mesure où nous avons déjà effectué les campagnes, des grandes campagnes nationales d'information, qui sont des campagnes de sensibilisation. Surprise, la princesse Anne s'est vue offrir ce matin un préservatif. Une façon comme une autre de montrer que la prévention du sida concerne tout le monde. Et face au sida, vous allez le voir, tous les pays n'ont pas eu le même réflexe. Certains ont adopté une politique pure et dure, entre guillemets, vis-à-vis des malades et surtout des séropositifs. D'autres ont choisi des dispositifs plus libéraux. Un exemple pour mieux comprendre, celui du contrôle aux frontières. Explication de Jean-Daniel Flézaquier. L'exemple le plus extrême en matière de contrôle aux frontières, c'est l'Irak qui le fournit. Tout Irakien de retour au pays, mais aussi tout étranger entrant en Irak a 5 jours pour prouver qu'il est indemne de contamination par le virus du sida. D'autres pays ont aussi vis-à-vis de certains étrangers une politique de contrôle systématique. Ainsi, la Belgique impose un dépistage aux étudiants du tiers-monde venant fréquenter ses universités. Dépistage imposé également à la fois par l'URSS et par l'Inde. La Chine exige ce même test de dépistage pour les étrangers ayant le statut de résident de longue durée. Enfin, l'obtention d'un visa d'immigration pour les USA ne peut se faire qu'en produisant le résultat négatif d'un test de dépistage. La communauté européenne, suivant les directives de l'Organisation mondiale de la santé, refuse pour l'instant les contrôles systématiques aux frontières. Mais cette position devient, à travers le monde, de plus en plus rare. Les profs en colère, grève et manifestations aujourd'hui à Paris et dans les grandes villes de province. Les grévistes dénoncent notamment les conditions d'accueil réservées aux élèves dans certains établissements. Le ras-le-bol des professeurs s'explique également à travers les bulletins de salaire qualifiés de médiocres. Explication de Roland Sicard. Les professeurs dans la rue, à Paris et en province, plusieurs milliers d'entre eux faisaient l'école buissonnière, préférant le pavé des villes au préau des collèges. Explication de ce mouvement de colère, les profs sont inquiets. Pour eux, la rentrée 88 risque de mal se passer. Ils dénoncent les locaux vétustes, les suppressions de postes, les classes surchargées et ils réclament de meilleures perspectives de carrière. Nous pensons qu'il est urgent de revaloriser le métier d'enseignant pour pouvoir recruter des enseignants très qualifiés. Or aujourd'hui, à la veille de la rentrée de 88 qui est en train de se préparer, non seulement on retire des moyens dans les collèges, mais il y a un nombre insuffisant de moyens dans les lycées, c'est bien qu'il y aura davantage d'élèves dans les classes. Et notre pouvoir d'achat est sans cesse amputé et rien ne vient du point de vue de la revalorisation du métier. Des thèmes qui semblent avoir mobilisé les enseignants, aussi bien à Paris qu'en province. Selon les syndicats, près des 2/3 des professeurs n'auraient pas assuré leur cours aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale parle, lui, de 40% de grévistes. Des grévistes qui entendent poursuivre leur action. Ils veulent faire de l'éducation une des priorités de la campagne pour les présidentielles. L'actualité en chiffres, légère reprise de la Bourse de Paris aujourd'hui. Je vous donne le chiffre officiel, plus 0,51% en clôture. C'est la première journée de hausse depuis une semaine. La bourse se reprend timidement, soutenue par la progression de Wall Street hier soir et surtout celle de Tokyo ce matin. À Paris, suite d'un procès qui défraie la chronique, Christian David, alias le Beau Serge, doit répondre de l'assassinat du commissaire Galibert. Peut-être évoquera-t-il aussi son rôle dans la fameuse affaire Ben Barka. Hier, le Beau Serge était abattu, vous l'avez vu sur notre écran, accablé par 16 ans de détention dans les prisons américaines. Aujourd'hui, il a recouvré la mémoire l'espace de quelques minutes. Dominique Verdaillan. Le Beau Serge, c'est un instant réveillé. Celui qui jouait hier au malentendant, à l'amnésique, est subitement sorti de son silence dès qu'il s'est trouvé en présence de Magali, qui il y a 24 ans se prostituait pour lui. Question du président en colon, Christian David, était-il avec vous au moment de l'assassinat du commissaire Galibert? Oui, monsieur le président, il m'a même dit que ce qu'il avait fait, il ne voulait pas le faire. C'est faux, rétorque nettement et sèchement Christian David. L'avocat général est le premier à le noter. Christian David entend bien. Alors, le Beau Serge est-il un simulateur? Oui, répond un psychiatre présent. Christian David n'est pas un malade mental. Christian David joue avec un certain théâtralisme d'une apparente détérioration.
L'auditoire est resté sur sa faim. De nombreux incidents de procédure ont interrompu un procès tant attendu qui n'a pas vraiment encore commencé. La politique en bref, cet après-midi devant le Conseil économique et social à Paris, Jacques Chirac a lancé un appel au rassemblement. Il faut, a-t-il dit, faire de la France le pays le plus dynamique d'Europe. Présidentielle, le bureau politique de l'UDF, réuni aujourd'hui en présence de Valéry Giscard d'Estaing, apporte officiellement son soutien à Raymond Barre. Le communiqué publié tout à l'heure affirme que Raymond Barre a fait la preuve de ses qualités d'homme d'État. Financement des partis politiques, le double non des parlementaires communistes. Les élus communistes ont annoncé aujourd'hui qu'ils voteraient contre les 2 projets de loi gouvernementaux qui viendront en discussion le 2 février prochain. Enfin, on a appris aujourd'hui que les élections régionales en Nouvelle-Calédonie se dérouleront le 24 avril prochain, le jour du premier tour des présidentielles. Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom, est catégorique. Il n'y aura pas de confusion entre les scrutins. Les autres télégrammes d'actualité commentés par Isabelle Staes. L'Amérique est forte, prospère et en paix. Ronald Reagan s'est montré optimiste dans son dernier discours sur l'état de l'Union. Devant le Congrès, le président américain a souhaité que la dernière année de son mandat soit la meilleure des 8. Parmi ses requêtes, la ratification du traité sur les euromissiles et une nouvelle aide au contrat. Daniel Ortega plaide la cause sandiniste en Europe. Le président du Nicaragua est arrivé ce matin à Madrid. Objectif, obtenir l'adhésion espagnole au processus de paix engagé en Amérique centrale. Daniel Ortega se rendra jeudi à Rome. Gigantesque banquet en l'honneur du numéro 1 roumain. Nicolae Ceausescu fête son anniversaire, 70 ans dont 22 aux commandes de l'État. En toile de fond du faste des cérémonies, de graves problèmes sociaux qui agitent le pays, avec en mémoire les récentes émeutes de Brassov. L'explosion dans une mine de charbon ce matin au Mexique a fait 30 morts et 20 blessés graves. Les mineurs venaient de descendre dans le puits lorsque l'accident s'est produit. Une centaine a pu être secourue, mais 9 d'entre eux restent bloqués dans les décombres. On ignore s'ils sont toujours en vie. En Colombie, la mafia de la coke a déclaré la guerre totale à tous les dirigeants du pays. Un véritable défi au gouvernement pour empêcher l'extradition vers les États-Unis de plusieurs trafiquants de cocaïne. Ces dernières années, plus de 100 personnes ont été assassinées. Et hier, c'est le procureur général de Colombie qui a été retrouvé mort. Patrice Velay. Embuscade hier matin sur la route de l'aéroport. Une dizaine d'hommes en armes enlèvent Carlos Hoyos, procureur général de Colombie. Dans la journée, revendication de l'assassinat par un mystérieux escadron étranger. Mais pour les autorités colombiennes, pas de mystère. C'est une opération signée du cartel de Medellín, une association de trafiquants de drogue. Dans cette région, Jorge Luis Ochoa et ses amis sont intouchables. La drogue fait tourner l'économie. Pour les paysans, une seule culture rentable, la coca. Selon les policiers colombiens, le cartel de Medellín contrôlerait près de 80% des exportations vers les États-Unis. Un véritable défi pour le gouvernement. La mafia fait la loi, c'est la guerre totale contre les juges et les hommes politiques. Avec un seul objectif, éviter toute extradition de trafiquants vers les États-Unis. Des extraditions synonymes de lourdes peines, à l'exemple de Carlos Leder, condamné à 165 années de prison par un tribunal américain. Le procureur Carlos Hoyos avait exigé du gouvernement une attitude très ferme au sujet des extraditions. Il a payé de sa vie son obstination. Aujourd'hui, les hommes politiques colombiens affrontent en première ligne les menaces de la mafia de la coca. Le gouverneur général du Canada, Mme Sauvé, est en France depuis hier. Visite d'État pour consolider des relations parfois difficiles. Il faut dire qu'entre la France et le Canada, tout irait pour le mieux s'il n'y avait le contentieux des zones de pêche. L'affaire remonte à 1977. Depuis cette année-là, le Canada ne reconnaît plus que 12 000 de zones côtières autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. 12 000, c'est peu, d'autant que le conflit se double d'un problème de quotas attribué aux pêcheurs français. Alain Doubeski. Sans ces histoires de poissons, tout irait si bien entre la France et le Canada. Le volume de nos échanges progresse, surtout dans les secteurs de l'industrie de pointe. Tout irait bien si les Canadiens, rompant avec les accords de 1972, n'avaient décidé d'accorder à la France qu'une zone de pêche de 20 km autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les habitants estiment, eux, que leurs droits historiques les autorisent à pêcher dans des zones allant jusqu'à 200 000 nautiques des côtes, c'est-à-dire plus de 330 km. Depuis 15 ans, les négociations sont faites d'échecs ou d'accords intérimaires. Bref, aujourd'hui, tout est à refaire, car aux problèmes de zones de pêche s'ajoutent maintenant ceux des quotas. Les Canadiens accordent 6 400 tonnes de morue par an aux pêcheurs français, ils en prennent 26 000 tonnes.
C'est la survie de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est en jeu, affirme le président du Conseil général. La cessation des activités de pêche provoquerait une crise sociale grave, un taux de chômage supérieur à 30%. Pour les habitants de l'archipel, l'intransigeance canadienne entraînerait la mort de leur communauté. À l'autre bout du monde, vous allez le voir, en Australie, la ville de Sydney est en fête depuis ce matin pour un anniversaire. Il y a 200 ans, jour pour jour, les premiers colons venus de Grande-Bretagne prenaient possession d'un continent jusqu'alors peuplé de quelques milliers de nomades aborigènes. Aujourd'hui, 16 millions d'Australiens sont en liesse, mais les aborigènes sont marginalisés. Jacques Merlino. 200 voiliers, les plus grands et les plus beaux du monde, réunis en une superbe parade ont ouvert ce matin les fêtes du bicentenaire de l'Australie. Car c'est le 26 janvier 1788 que débarquèrent ici 736 bagnards, les premiers blancs à s'installer sur ce territoire. Les Australiens s'en souviennent et avec humour, ils rendent hommage à leurs ancêtres forçats en vendant des boulets en plastique ou des boîtes de conserve proposant de la sueur de bagnards déshydratés. Et en prime, un clip. Years have been and gone. Let's show them who's the best. Australia versus England in our bicentennial test. Mais cette fierté d'avoir forgé un pays neuf n'est pas partagée par tous. Les aborigènes ont organisé une marche de protestation à travers la ville. Ils étaient de 15 à 25 000 à vouloir faire de cet anniversaire un jour de deuil en souvenir de leurs ascendants décimés lors du peuplement blanc. Manifestation sans incident qui ne troubla pas la présence du prince Charles et de Lady Diana. Les fêtes du bicentenaire dureront jusqu'à l'été. L'occasion de mieux connaître ce pays grand comme 14 fois la France, mais simplement peuplé de 16 millions d'habitants et de 17 millions de kangourous. L'occasion aussi de corriger quelques clichés. C'est ainsi que l'on apprend, contrairement à ces images, que ce pays qui sent si fort l'aventure est ultra bureaucratisé. Un Australien sur 3 aujourd'hui est fonctionnaire. L'automobile à présent, Fiat avance ses pions sur l'échiquier européen. La firme italienne lance aujourd'hui la Tipo. C'est une voiture qui pourrait bien remettre en cause la suprématie européenne de la Golf des Allemands de chez Volkswagen. L'objectif, c'est évidemment 1992, l'acte unique. À défaut de révolution, Fiat joue la carte de l'avant-garde. Thierry Blanco. Après la Ritmo, la Uno, voici la Tipo, dernière née de la gamme Fiat. Tipo rime avec robot, fabrication automatisée, programme informatisé jusqu'au moindre détail, la machine fait tout, assemble, peint, vérifie, décide. 405 robots pour toutes les opérations, un système de contrôle qui bloque le processus de fabrication si le niveau de qualité est inférieur à la demande. Gros moyens pour grandes ambitions. Objectif du constructeur italien, 30% du marché de la communauté, 8% du marché français dans la gamme des moins de 4 mètres, mais avant les objectifs commerciaux, la Tipo est le produit d'une technologie d'avant-garde. C'est effectivement une performance tout à fait étonnante qui a été réalisée par nos techniciens, nos ingénieurs méthode, ingénierie, en matière de technique de fabrication, c'est clair. Plus de la moitié des opérations concernant ce véhicule sont automatiques. De 1400 à 1900 cm3, 4 versions proposées en France à partir du mois de mai. Dernier détail, son prix entre 60 et 80 000 francs. La météo, synonyme de pluie, malheureusement, Laurent? Oui, bon, une journée pas très folichonne demain, à vrai dire. Effectivement, une perturbation assez musclée arrive. Ce sont des nuages frondeurs ou une fronde nuageuse, comme vous le préférez. Cette fronde nuageuse va aborder les côtes atlantiques. Elle est déjà pratiquement arrivée. D'ailleurs, nous allons le constater ensemble sur les images satellites que nous avons prises il y a à peine une heure, ici à Antenne 2. Et vous allez en juger. La voici. Elle arrive, cette masse nuageuse très compacte. Vous la voyez avancer. Et attention, elle va s'arrêter. Elle va s'interrompre à 18 h. Là, voilà. Elle est présente, elle va se diriger comme ça, grâce à des vents de sud-ouest à sud, et donc elle va véhiculer tous ces beaux nuages sur une grande partie de la France. C'est pourquoi demain nous allons retrouver sur la couleur du temps, eh bien, tout ce que nous venons de constater, à savoir un ciel gris, un ciel nuageux, un ciel souvent pluvieux, avec des vents extrêmement violents, enfin extrêmement violents, n'exagérons rien, mais entre 80 et 100, avec des rafales de 120 km/h sur les côtes atlantiques. Donc vous le voyez, la carte est grisonnante dans son ensemble, avec quelques éclaircies tout de même sur le littoral méditerranéen, mais il faut bien le dire que notre mercredi ne sera pas très folichant, je vous le disais tout à l'heure. En revanche, les températures, alors là c'est une bonne nouvelle, les températures
à la douceur encore plus douce que ces jours derniers, si c'était possible. Voici les températures maximales. Je vous laisse observer celles que vous aurez dans votre ville. Demain matin, sachez que ces températures vont osciller entre 6 et 13 degrés à l'heure du petit-déj. 6 et 13 degrés. 13 degrés à Biarritz, par exemple. 8 degrés à Paris au petit déjeuner. Et puis dans l'après-midi, vous les voyez, donc des températures très douces. Et il fera ici, là, voilà, du côté d'Agen, il fera 16 degrés. Ou à Lupiac, c'est dans le Gers, c'est là où est né D'Artagnan, parce que D'Artagnan, je ne le savais pas, il a existé. Il s'appelait Charles de Batz et il est né à Lupiac, dans le Gers, avec 16 degrés. Voilà, alors que demain, nous fêterons, non pas les D'Artagnan, mais les Angèles. Et le soleil se lèvera à 8h30, peut-être avec vous, et il repliera ses rayons à 17h37. Voilà. Merci Laurent, à demain. La mode, suite de la présentation des collections printemps-été. On a l'impression que les couturiers se sont donné le mot pour surprendre et surtout dépoussiérer, et c'est pas méchant, la haute couture. Les impressions de Yoba Grégoire. Gitane blonde, sanglée pour mieux danser. Couleur sang, couleur soleil, un vent du sud souffle chez Perspuc. Chasse interdite, prière de ne pas toucher aux cartouchières. Espagnolade tambienne chez Louis Ferraud. Ou ballon dirigeable. On sera belle, belle, belle et à l'aise, l'aise, l'aise. Plus d'épaules épaulées, on les montre. Les couturiers cette année s'amusent bien, mais il y en a pour tous les goûts, comme chez Carven. Chapeau, s'il vous plaît, mesdames, pour sortir. Et mantille. Espagnol, espagnol, mais de classe, chez Chanel. Superbe. Cinéma, un événement demain sur les écrans, la sortie de Saxo, le dernier film d'Ariel Zetoun. Saxo, un film coproduit par Antenne 2 avec un certain Gérard Lanvin en vedette. Au hasard du reportage, vous apercevrez également Michel Drucker déguisé en cow-boy. Ne vous inquiétez pas, l'interview a été réalisée dans un ranch. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu feras plus tard? Gérard Lanvin, Sam Friedman dans Saxo n'a qu'une réponse. Je serai producteur de disques, le plus grand, le plus connu. Mais pour cela, il faut trouver l'oiseau rare musical, le must, le plus, le génie. Ça existe, il va même le rencontrer, les rencontrer. Des Noirs, un frère et une sœur, une drôle d'histoire. Difficile à suivre, grand talent, un saxophoniste de génie, avec une sœur qui est une guitariste et une chanteuse rare, mais qui vivent dans un monde qui n'est pas celui de Friedman. C'est un monde souterrain. Oui, c'est-à-dire c'est un monde complètement à part. C'est des gens envoyés par Dieu, d'après eux, qui ne fonctionnent qu'avec le Lord, c'est-à-dire le Lord est leur producteur, et en plus, ils sont américains, donc Sam Friedman va avoir des difficultés terribles pour les convaincre, pour signer un contrat, pour mettre cette musique sur un disque, et pour être le plus grand producteur de musique du moment. Et ces deux individus, je les nomme comme individus, parce qu'ils sont pour Sam Friedman, complètement différents de lui, et il va apprendre à les connaître, à les aimer, il va être passionné par ces gens-là. Mais en même temps, on va découvrir des tares chez ces gens-là. C'est-à-dire une sœur très possessive, un saxophoniste de génie, mais avec une tare perverse comme ça. Et... Voilà, Saxo sur les grands écrans demain à partir de 14h à Paris et dans les grandes villes de province. Hommage à un confrère d'Antenne 2 avant de refermer le journal de 20h. Jacques Aubertin, l'un des caméramens pionniers de la télévision d'Antenne 2, est à l'honneur ce soir. Aubertin, qui a connu tous les présidents de la République, de René Coty à François Mitterrand, vient de recevoir la Légion d'honneur au Palais de l'Élysée. Instant d'émotion et déclaration du président de la République. Il a fait partie de toutes ces fameuses équipes qui, depuis 5 colonnes à la une, jusqu'à une époque plus récente, ont vraiment été ou représenté ce qu'on pourrait déjà appeler la légende de la télévision. Et on l'a vu, ou sans savoir que c'était lui, on a retrouvé sa trace, grâce à l'histoire de l'image, dans toutes les grandes aventures du temps présent.
Prochain rendez-vous d'information vers minuit avec Aubry Edler. Demain, dès 6h45 pour les Leftos. N'oubliez pas Télématin. À 7h45, Gérard Morin recevra Yvette Roudy, ancien ministre des Droits de la Femme. Je vous retrouve demain, me voilà, à 20h. Bonne soirée cinéma sur Antenne 2. Bonsoir.